Aujourd'hui, on va essayer de relever le niveau par rapport à la première vidéo qui était sur Aladdin, en parlant aujourd'hui de Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott, qui n'en est, du haut de ses 77 ans, plus à son premier coup d'essai, on va dire, niveau science-fiction, étant donné qu'on lui a déjà, par exemple, Alien et Blade Runner, entre autres. Après, j'étais quand même assez réticent à l'idée d'aller voir ce film, à cause des déceptions successives de Ridley Scott, avec d'abord Robin des Bois, puis Prometheus, puis Exodus, qui sont trois films assez ratés sur différents points pour moi. Du coup, même si le scénario de base de Seul sur Mars me paraissait intéressant, je ne l'attendais pas non plus spécialement du fait que j'avais été déçu préalablement par Ridley Scott. Donc, les présentations étant faites, parlons du film en lui-même. Seul sur Mars est donc l'histoire de Mark Watney, joué par Matt Damon, qui est un astronaute abandonné lors d'une mission sur Mars, car considéré comme mort par le reste de son équipage après le passage d'une tempête. À son réveil, ses coéquipiers sont repartis pour la Terre et personne ne sait qu'il a survécu en fait. La vie n'est pas juste, tu vois. À partir de là, il décide quasi instantanément d'inventorier tout ce qu'il a sous la main pour mettre en place un plan de bataille pour survivre jusqu'à la prochaine mission sur Mars qui sera dans 3 ou 5 ans, je ne suis plus sûr. Si vous ne voulez pas vous spoiler tout le film, je vous propose soit d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment le détour et de revenir après pour visionner cette vidéo, soit d'aller directement à ce moment de la vidéo pour avoir l'avis global et les bons et mauvais points du film. Donc, ceux ne voulant pas être spoilés étant donc partis, on va pouvoir s'attarder sur le déroulement du scénario du film. Mark Watney étant botaniste, car c'est très pratique pour le scénario, va trouver un moyen de cultiver des pommes de terre en plein sol martien. Entre temps, sur Terre, la NASA s'est rendu compte qu'il y avait du mouvement sur la base martienne, signe que quelqu'un se trouvait donc là-bas, indubitablement. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Bien vite s'installe un branle-bas de combat pour sauver Watney, car il pense qu'il ne tiendra pas longtemps seul en territoire hostile. Pas besoin de vous expliquer pourquoi il pense ceci, étant donné que l'homme est, comment dire, relativement inadapté physiquement à la survie sur cette planète. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises, de cendres et de poussière. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Autre part dans la galaxie, tout se passe bien pour Mark, qui a pris ses marques et qui a réussi à trouver un moyen de communiquer avec la NASA grâce à une sorte de Mars Rover qu'il a récupéré. Seulement voilà, si rien ne se passe pendant la dernière heure de film, mis à part le préparatif de la mission de sauvetage par la NASA, on va se faire chier. Alors on va mettre 2-3 explosés au milieu, bien sûr. Du coup, le sas de dépressurisation de la tente de Mark, qui n'était pas fait pour tenir aussi longtemps sur le sol martien, explose alors que Mark se trouve à l'intérieur. Ce dernier s'en tire, mais sa ferme de patates est fichue. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con? Face à cette catastrophe, la NASA accélère le train pour envoyer un vaisseau rempli de vivres le plus tôt possible. Ils se rendent compte que le vaisseau n'arriverait pas à temps sur Mars et que, même en se rationnant, Mark ne tiendra pas assez longtemps pour voir le vaisseau arriver pour lui donner des vivres. Un scientifique met donc en place une mission de sauvetage consistant à renvoyer l'équipage qui a abandonné Watney sur Mars pour le sauver. Le principe est simple, lorsque le vaisseau devrait revenir sur Terre, le but est de faire le tour de la Terre par le vaisseau et de le faire repartir directement sur Mars. Cette proposition est refusée par le directeur de la NASA qui ne veut pas risquer la vie d'un équipage entier pour sauver une seule vie. L'équipage, qui à l'heure actuelle se trouve encore sur le vaisseau, apprend tout de même ce plan et décide de sauver Mark coûte que coûte. J'arrive, Robin! Alors que ses coéquipiers ont donc fait demi-tour et sont en chemin, Watney doit donc se rendre jusqu'à une fusée restée sur Mars pour décoller le moment venu et rejoindre le vaisseau de son équipage lorsque celui-ci entrera dans l'orbite de Mars. Arrive le jour J, le décollage de Mark a lieu et l'équipage est bien au rendez-vous. Seulement, encore une fois, ça serait beaucoup trop simple si tout se déroulait sans encombre. Les calculs faits par les meilleurs scientifiques de la NASA se sont finalement avérés incorrects, à peu de choses près, mais suffisamment inexacts pour que lorsque Mark et son équipage auraient dû se trouver au point de ralliement, tous les deux à une vitesse suffisamment basse pour que ses coéquipiers puissent récupérer Mark sans problème, ils se retrouvent finalement séparés de 68 km de distance et à une vitesse trop élevée qui plus est. Watney, dans l'urgence, se propose donc de percer un trou dans sa propre combinaison pour se propulser dans l'espace grâce à l'air expulsé par sa combinaison dans le but de rejoindre son équipage avec cette technique qui dit d'être la technique à la Iron Man.
Vers l'infini et au-delà. Donc voilà, cet extrait de Toy Story montre à peu près l'idée que tente de véhiculer Watney avec sa technique. Mais la commandante de l'équipage, qui considère que ça serait trop dangereux de percer sa propre combinaison, décide donc de faire quelque chose de bien plus sûr et sans danger. Son plan, faire péter, avec des bombes artisanales, toute une aile du vaisseau pour se propulser. Rappelez-moi son but initial déjà. Mais la commandante de l'équipage, qui considère que ça serait trop dangereux de percer sa propre combinaison, décide donc de faire quelque chose de bien plus sûr et sans danger. C'est vrai que bon, on va pas se mentir, faire péter une partie du vaisseau qui doit tenir le coup pendant encore plusieurs centaines de jours jusqu'à ce que les astronautes rentrent sur Terre, me paraît tout à fait sécurisé. Ouais, ça a du sens, ouais. Bref, finalement, la technique de l'explosion ne suffisant pas, Mark fait quand même sa technique de propulseur à la MacGyver. Grâce à ça, ils parviennent à rentrer sans encombre jusqu'en Amérique. Coucou, nous sommes arrivés. Alors, ça va? Et ainsi se termine le film. Donc, avis. C'est de la balle, putain! En effet, j'ai adoré le film. Je trouve que le va-et-vient entre les plans sur Mars et ceux sur Terre sont assez vraisemblables. Enfin, je pense que les choses se dérouleraient à peu près comme ça si cette situation devait se produire dans les années à venir. Même si la NASA pense à l'heure actuelle que d'envoyer une équipe faire de tels travaux sur Mars ne serait a priori pas possible avant 2034 minimum. Le film me fait donc penser, dans la forme, à In the Loop d'Armando Iannucci, qui, comme Seul sur Mars, retraçait une crise gouvernementale pas après pas. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ou alors à Contagion aussi, qui montre une invasion zombie au travers d'une sorte de faux documentaire plus que réaliste. Du coup, le film est traité avec beaucoup d'humanité et avec un rendu assez réel, comme ça se déroulait finalement en direct, si on voyait ça aux infos, par exemple. Par contre, malgré cette dimension réaliste plus que réussie, le film est quelque peu terni par quelques approximations scénaristiques plus ou moins tangibles. Enfin, dites-moi comment la NASA entière peut mettre ses meilleurs scientifiques, astronautes et mathématiciens, autrement dit toute une armée sur l'affaire de Watney, et tout de même arriver à faire des calculs assez faux pour se tromper de 70 km. De plus, je sais que c'est un problème récurrent des films de SF dans lesquels il y a des scènes dans l'espace, mais dans l'espace, il n'y a pas de son. En effet, je vous rappelle que dans l'espace, personne ne vous entendra crier. De ce fait, lorsque le vaisseau explose, ou lorsque Watney perd sa combinaison, on ne devrait absolument rien entendre. Je sais bien, ce serait bizarre qu'il n'y ait aucun son durant des scènes entières de film, mais cela pourrait justement rajouter une touche plus oppressante au film, où le danger serait matérialisé à travers une sorte de musique d'ambiance anxiogène qui aurait l'impression d'oppresser et de comprimer le héros et le spectateur. Mais bon, oui, je suis d'accord que personne ne fait de scène dans l'espace sans son, pas même Star Wars, mais pour moi, le premier film qui aurait assez de couilles pour oser faire une scène comme ça serait digne de mon respect, mais le plus total. Après, je vous vois venir aussi à dire que Gravity prenait en compte ce principe, et non, ce n'est pas le cas. Enfin, pas totalement. Dans Gravity, certaines scènes sont en effet uniquement dotées de la voix des astronautes, mais dans d'autres, on entend absolument tout ce qui se passe à l'extérieur, comme si le film pissait sur ses propres règles. Mais ici, Seul sur Mars ne prend pas du tout en compte ce paramètre. Pourtant, étant donné que la phrase « dans l'espace, personne ne nous entendra crier » était l'accroche du film Alien, fait par Ridley Scott justement, je m'attendais à ce que, à force, cette phrase soit vraiment prise en compte par les grosses productions hollywoodiennes. Après, ce film m'a énormément déçu, autant que 3 et Silent Hill, c'est dire. Pourquoi me direz-vous? Pour la même raison que les deux films cités précédemment, Sean Bean est encore en vie à la fin. Parce que oui, Sean Bean fait partie du casting. Pour ceux qui ne le situent pas, Sean Bean est un acteur qui a joué dans, entre autres, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, James Bond,
et qui est réputé pour mourir dans la plupart de ses films. Même si finalement il me semble que son ratio de mort par rapport à la totalité de ses films est que de 0,33 je crois, ce qui est déjà pas mal. Et donc oui, Sean Bean fait partie du casting de Seul sur Mars. Il y a d'ailleurs une scène qui m'a beaucoup fait rire en visionnant le film, parce que le conseil de guerre de la NASA se réunit en secret pour discuter d'une potentielle mission de sauvetage. Il décide de prendre pour nom de code le projet Elrond, en hommage à la réunion qui forgera la communauté de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Sauf que parmi les hommes du conseil d'un Seul sur Mars figure Sean Bean justement, Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui est un joli clin d'œil à la filmographie de cet acteur, même si ça crée une sorte de paradoxe. Et d'ailleurs, rappelez-moi ce qu'il arrive à Sean Bean dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, le film est globalement très bon, crédible, truffé d'humour comme on les aime. Pas comme Aladdin, n'est-ce pas? Et je le recommande donc chaudement. C'est tout pour aujourd'hui, du coup gardez la forme, et à la prochaine. Autre part dans la galaxie, tout se passe bien pour Marc pour l'instant, qui a pris ses marques et qui arrive. Marc a pris ses marques. Robin. Faire. Ah, ça, c'est... Autre part dans la galaxie, tout se passe bien pour Marc, qui a pris ses marques et qui a réussi